Bienvenue à toutes et à tous. Comme promis, voici la deuxième partie de ma vidéo sur les pires dictatures au monde, qui fait suite à la première partie publiée le 10 mai et dont le titre original étonnera tout le monde, 6 des pires dictatures au monde, partie 2. Level au max, t'as vu. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé la première partie, je vous propose de ne pas le faire. Pourquoi? Ah, je sais pas, je la sens pas. Bon, ça fait quand même un moment que la vidéo a commencé et je n'ai toujours pas fait d'intro. Bon, tant pis, pas d'intro, voici donc 6 des pires dictatures au monde, partie 2. Et on commence par l'Érythrée, petit pays qui se situe sur la Corne de l'Afrique. La Corne de l'Afrique, c'est ce bout de terre à l'est du continent africain qui évoque légèrement une corne de rhinocéros. Elle est occupée par les 4 états suivants. Déjà l'Érythrée, l'Éthiopie, la Somalie et Djibouti. Mais ce pays n'est reconnu par l'ONU que depuis 1993, ce qui en fait un pays très jeune. En fait, à la base, l'Érythrée faisait partie de l'Éthiopie. Mais à partir des années 1890, les Italiens débarquent et transforment la colonie d'Érythrée en une Érythrée italienne. Jusqu'en 1941 où les Britanniques remplacent les Italiens en envahissant l'Érythrée. Dès 1952, avec l'aide de l'ONU, l'Érythrée et l'Éthiopie sont liés par une structure fédérale, même si l'Érythrée possède sa propre police, son propre drapeau et sa propre administration locale. Mais avec le temps, l'Éthiopie apporte une certaine pression sur l'Érythrée, par exemple en interdisant le drapeau érythréen. Mais à force de pression, on risque d'éclater. Alors en 1962, une guerre d'indépendance se déclenche entre les deux parties et dure jusqu'en 1991. Suite à ces 29 ans de conflit, l'Érythrée profite pour mettre en place un gouvernement provisoire. Et le 28 mai 1993, avec l'assistance de l'ONU, l'Éthiopie reconnaît l'indépendance de l'Érythrée. Et à la tête de ce jeune pays, un certain Isaias Afwerki. Celui-ci est le premier et le seul président que le pays ait jamais connu durant sa courte histoire. Isaias Afwerki est l'ancien secrétaire général du Front populaire de libération de l'Érythrée et à l'époque, il était considéré comme un libérateur. Da boss comme on dit. Mais ça a bien changé. Aujourd'hui, on constate plutôt un régime autoritaire sur place. Les prisons sont blindées, les médias indépendants bridés, les élections arrivederci et le service militaire, il est sans fin et obligatoire. En plus, la moitié du pays, donc quand même près de 3 millions de personnes, souffrent de malnutrition. Alors sachant ça, vous vous imaginez bien que les organisations d'aide alimentaire étrangères volent toutes au secours de la population érythréenne. Sauf que M. Afwerki Isaias a refusé ces aides, car je cite, « l'aide alimentaire extérieure diabolise les locaux et les rend paresseux ». Pas étonnant donc que les citoyens fuient leur propre pays. Et résultat, selon Tonton Wiki et selon son indice de démocratie, l'Érythrée est à la place 152 du classement. Restons en Afrique, plus précisément au centre du continent, au Congo, là où la faune et la flore est l'une des plus diversifiées. Le pays est rempli de richesses naturelles, culturelles et surtout culinaires. Non mais bon, faut dire la vérité, j'adore leur nourriture. Mais bref, c'est pas une émission culinaire, on s'éloigne du sujet. On se dirige donc au Congo. Détail, il faut différencier Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Ce dernier est surnommé la République du Congo et correspond à l'ancien Congo français, la capitale étant Brazzaville. Ouais, de 1882 à 1910, les Français ont colonisé et transformé en République l'actuel Congo et le Gabon. Vu depuis une carte, la République du Congo est bien plus petite que la République démocratique du Congo, tant au niveau géographie que démographie, avec une population de plus de 5 millions d'habitants. Quant à la République démocratique du Congo, ou Congo-Kinshasa, elle correspond à l'ancien Congo belge. Les Belges ont, comme les Français, colonisé une partie du Congo de 1908 jusqu'en 1960. Le pays a d'ailleurs porté le nom de Zaïre pendant 26 ans, de 1971 à 1997, pendant la Deuxième République. Et c'est exactement la période qui nous intéresse dans cette vidéo. En fait, cette période est connue pour avoir accueilli le dictateur Joseph Désiré Mobutu. Celui-ci profite en 1971 pour reconstruire le pays et il commence par le changement du nom du pays, qui s'appellera désormais la République du Zaïre. On voit apparaître une sorte de centralisation des pouvoirs et c'est bien entendu Mobutu le centre. Celui-ci s'autoproclame père de la nation et règne sur le pays comme moi sur mes spaghettis, c'est-à-dire à fond. Et pour vous dire à quel point Mobutu est allé loin, il a même créé sa propre monnaie, le Zaïre. Par contre, petit point positif, tout ce qui est en lien avec la colonisation européenne est abandonné, dans un but de récupération culturelle. Mais bon, c'est bien la seule chose de bien car bataille, mort et autoritarisme étaient les maîtres mots de Mobutu. Mais en 1997, un certain Laurent Désiré Kabila mit en place une coalition afin de faire tomber Mobutu. Et cette alliance est connue sous le nom d'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, AFDL. Et il est aidé par une personnalité qu'on connaît tous, Nelson Mandela. La classe. Alors évidemment et heureusement, Mandela et l'AFDL ne veulent plus de Mobutu au pouvoir. Des négociations interviennent entre Mobutu, l'AFDL et Mandela et le 17 mai 1997, Kabila arrive au pouvoir et change le nom de République du Zaïre en République démocratique du Congo.
Mobutu quant à lui va se réfugier au Togo dans un premier temps, mais le président de l'époque, Gnassingbé Eyadema, a refusé que Mobutu reste dans le pays et l'a obligé à partir. Je crois qu'il va même partir en exil en Suisse et en France, puis il ira au Maroc à Rabat précisément, où il décédera d'un cancer de la prostate. Aujourd'hui, Congo-Kinshasa se situe à la 166e place dans l'indice de démocratie, juste au-dessus de la Corée du Nord, quand même. Quittons l'Afrique et rendons-nous en Amérique latine, au Venezuela. L'histoire de ce pays est vieille de plus de 15 000 ans. Là, il y a de l'histoire, croyez-moi, et c'est exactement pour ça que je dois abréger. Christophe Colomb découvre le Venezuela en 1498, ça commence mal déjà. Et l'année d'après, Alonso, Martín Fernández et Amerigo Vespucci découvrent et explorent la région. Ils y découvrent des indigènes vivant principalement de la chasse et de l'agriculture, mais ils remarquent également la présence de maisons sur pilotis, et ça leur a fait penser à une petite Venise, Venezuela si vous préférez, et voilà l'origine du nom du pays, Venezuela. Alors par contre, c'est à prendre avec des pincettes parce que j'en ai lu des versions, mais celle-ci est d'après moi la plus fréquente. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez plus d'infos. Du 17e jusqu'au début du 20e siècle, le Venezuela vit presque uniquement grâce à la production de cacao. Mais au XXe siècle, la découverte de réserves d'or noir sous leur sol a totalement changé la donne. Le Venezuela était parmi les pays les plus riches d'Amérique latine, carrément. Mais depuis 2013, le pays rencontre de nombreux problèmes avec le régime du président de la République du Venezuela, Nicolás Maduro. La chute des prix du pétrole, la criminalité générale qui augmente et surtout celle en lien avec les stupéfiants, avec leurs voisins colombiens, les médias et les opposants politiques bridés, la déforestation massive qui met en danger les populations qui y vivent, toutes les restrictions en lien avec les touristes, pénurie de tout type de produits et surtout de première nécessité, et j'en passe. Ce pays, qui était donc l'un des plus riches d'Amérique latine il y a un peu plus d'une décennie, est aujourd'hui au bord du gouffre. La population meurt littéralement de faim alors que, je le répète, le pays regorge de pétrole. Imaginez un peu un pays sans médicaments dans les pharmacies, sans nourriture dans les supermarchés, sans sécurité. C'est impossible. Pas étonnant donc que la population du pays passe de 30 à 28 millions en 2 ans. Aujourd'hui, il y a des tensions principalement entre les États-Unis et le Venezuela. La tête de Nicolás Maduro a été mise à prix par Donald Trump, 15 millions de dollars pour sa capture ou son arrestation. Nicolás Maduro réplique évidemment de manière politiquement correcte, je cite « Donald Trump est un minable ». Enfin depuis, des mercenaires ont été envoyés au Venezuela pour capturer Maduro, mais sans succès. C'est même Maduro qui a fait capturer les 2 hommes chargés de le capturer, Luke Denman et Aaron Berry. Ce sont d'ailleurs eux qui ont avoué leur mission ordonnée par le président des États-Unis. Pour conclure, selon l'indice de démocratie, le Venezuela se situe à la 140e place. Allez, on ressort de ce monde de fou. J'espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me donner vos avis dans les commentaires si c'est le cas. Quant à moi, je vous revois la semaine prochaine au même endroit pour une nouvelle vidéo. Yo, c'était Zano.